Et bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle séance de lecture. On est sur En toute puissance, on est toujours donc sur le livre de V6 et on est sur une nouvelle partie. On est page 362 sur 631, donc on a encore un petit peu de marge, on en a encore pour quelques mois de lecture, mais on avance hein, doucement mais sûrement, petit morceau par petit morceau. On en est donc à comment identifier ses émotions. Il y a 3 prérequis à l'identification des émotions. L'ouverture à celle-ci et la richesse du vocabulaire émotionnel, une certaine maturité développementale. Concernant la maturité, il sera plus dur pour l'enfant d'identifier ses émotions et de les réguler. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore atteint sa maturité cérébrale, ni eu le temps d'avoir eu divers apprentissages. Il peut vivre des émotions sans comprendre ce qui lui arrive précisément, ni comment faire en sorte que cela aille mieux. Il y a tout simplement encore à apprendre. Les parents, les proches peuvent l'aider en lui donnant des pistes d'identification, des modèles de régulation, en lui apportant du vocabulaire pour décrire ce qui lui arrive, en l'aidant à comprendre comment c'est lié à ses besoins et à ses objectifs. Ouais, là je suis assez d'accord, ça me fait beaucoup d'écho à ce que j'ai vu à l'époque en cours de psychologie développementale notamment, où en fait, pour ceux qui ne connaisseraient pas trop les différentes spécialités qu'il y a en psychologie, pour faire très simple, la psychologie développementale, c'est ce qui s'intéresse au développement. Donc du coup, vous étudiez notamment les enfants, parce que c'est là où il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de développement justement, et vous intéressez également à la fin de vie, où il y a de nouveau beaucoup de développement et beaucoup de changements, puisqu'on arrive à la fin de vie. Généralement, c'est peut-être assez triste et c'est peut-être un gros écueil, mais on n'étudie pas tant que ça en psychologie développementale, en tout cas de ce que j'ai vu. Mais encore une fois, c'est pas ma spécialité, donc c'est peut-être moi qui me trompe. Mais j'ai pas l'impression qu'on étudie particulièrement, on va dire, l'adulte, la personne adulte entre, on va dire, 30 et 50 ans, parce que finalement, il y a relativement peu d'évolution. Il y a relativement peu de changements marquants. Là où vraiment la première partie de la vie, il y a beaucoup de changements et marquants, et la fin de la vie, il y a beaucoup de changements et généralement marquants aussi. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, ça me fait vraiment un écho à ces cours-là. Ça me fait vraiment un gros écho à ces cours-là. L'individu peut être fermé à ses émotions, croyant qu'elles sont l'ennemi de la raison, de l'équilibre psychique, ou encore pour des raisons de projection. Par exemple, les hommes sont éduqués à supprimer quasi toute émotion, excepté la colère, alors que les femmes sont encouragées à stéréotyper comme plus émotionnelles, sauf pour la colère, qui leur est souvent interdite, faisant d'elles automatiquement des hystériques. Peut alors s'installer un cercle vicieux de l'évitement émotionnel où 1. L'émotion en nous est perçue comme intolérable et inacceptable. 2. Il y a tentative de la supprimer, de l'éviter, refoulement. 3. Donc, il y a une amplification de l'émotion, une difficulté à la réguler, puisqu'on refuse de l'avoir à la conscience, ou des effets secondaires, comme lorsqu'on fait des choix qui ne collent pas à nos valeurs, on perd le contrôle sur notre comportement, sur nos objectifs. Et là, effectivement, on retombe sur quelque chose qui est très vrai, les stéréotypes, hein, les stéréotypes et les gros problèmes dans une société, par exemple, patriarcale, où effectivement, on vous assigne un genre, et en fonction du genre qui vous est assigné, vous avez le droit ou pas d'exprimer certaines choses, on vous éduque à exprimer ou pas certaines choses, et là, ça, c'est vrai que c'est tout de suite un parallèle facile à faire, hein, surtout dans un monde tel que le nôtre, où vous avez quand même beaucoup de gens qui vous disent mais non, ça va, tout va bien, et vous voyez toute l'écueil du problème, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui va, par exemple, se défendre, une femme qui va se défendre, direct, on va dire ah c'est une hystérique. Alors que non, c'est normal qu'elle lève la voix si à un moment donné il y a un problème, c'est logique. Et coucou Céron, comment vas-tu ce matin? Tu arrives sur un nick, exactement. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien ce matin. On est en pleine lecture de En toute puissance, on est le jeudi lecture et on s'est relancé sur l'identification des émotions. Dans un autre registre, du coup, par rapport à ça, encore une fois, ça me fait un écho à certains de mes cours, puisque typiquement, j'ai eu des cours à l'époque sur le refoulement et sur le retour du refoulé. Et où justement, l'enseignant qu'on avait nous montrait à quel point en fait, tu peux essayer de refouler des trucs, hein, c'est bien, c'est cool. En fait, ça marche pas. Ça marche pas pour une simple raison, c'est parce que si tu as une émotion, c'est pas sans raison. Si tu as quelque chose qui est là, en toi, c'est pas sans raison. Et si tu essaies de le refouler, si tu essaies de l'éviter, si tu essaies de le supprimer, le problème, c'est qu'au mieux, et c'est pas forcément un mieux, au mieux, il se décale sur autre chose. C'est-à-dire que tu ressentais telle émotion, bon, tu le veux pas, tu refais tout pour pas l'avoir cette émotion-là, et du coup, ça va switcher et hop, ça va passer à côté, et du coup, tu vas avoir une autre émotion qui va apparaître, qui va te déranger tout autant, qui va te faire réagir, il va se passer quelque chose, en fait, ça va se déplacer ailleurs, ou alors, deuxième possibilité, tu essaies de la suppresser, tu essaies de la faire disparaître,
Et ça marche pas, et elle revient de plus en plus fort, jusqu'au moment où tu ne peux plus l'éviter, où tu ne peux plus faire genre non, elle n'existe pas. Et tu la vois là, bien devant toi, et tu es obligé de l'accepter. Parce que, encore une fois, l'émotion, si elle est présente en vous, c'est pas sans raison. Il y a pas, souvent, ça c'est dans les courants sceptiques, notamment dans certains courants sceptiques, je préciserai. Vous avez des gens qui viennent vous dire: «Oui, mais vous avez vu quand même que, les émotions c'est sympa, mais ce qu'il faut c'est la logique, ce qu'il faut c'est, la réflexion, patati patata», des trucs un peu débiles comme ça. Comme si finalement l'émotion était censée être déconnectée. Or c'est pas le propos, c'est complètement débile d'un point de vue de ce qu'on sait sur l'être humain. Les sentiments, les émotions sont extrêmement nécessaires, sont naturelles, tout autant que les cognitions. Et même les cognitions sont là parce que nous avons ressenti des émotions, parce que nous avons ressenti des sentiments. C'est parce qu'il y a justement cet affect qui se déclenche que ça enchaîne par la suite un certain nombre de cognitions et va nous pousser à prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. Du coup, vouloir opposer la rationalité et les émotions, c'est extrêmement et profondément débile. Et quand vous avez des gens qui justement vont être là-dessus, généralement ça se passe très mal pour eux. Et même s'ils essaient de faire genre tout va bien et qu'ils peuvent croire plus ou moins que tout va bien, on constate que généralement il y a tout un tas de défauts dans leur fonctionnement, dans leur vie, et qu'ils sont pas forcément très heureux. Et c'est pas sans raison, encore une fois. Et coucou la copine, j'espère que tu vas bien. Je suis level 100 dans le renfoulement. Ah, alors d'après les travaux que je connais, encore une fois c'est très limité parce que c'est des travaux que je n'étudie pas particulièrement vu que c'est vraiment pas mon domaine à la base, tout ce qui est psychologie développementale. Il me semble que le refoulement est un échec monumental et ne fonctionne pas jusqu'à globalement la milieu fin de vie, où là par contre sur le coup des 30-40 ans, je crois que c'est globalement dans ces eaux-là, là le refoulement peut commencer à marcher. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent, notamment à partir de 30 ans, vous perdez des moyens, on va dire, cognitifs. C'est triste, hein, mais a priori, de ce que je me souviens de mes cours et de ce que je me souviens des études que j'avais vu passer un petit peu sur les côtés, par-ci par-là, globalement, à partir de 30 ans, vous allez avoir des capacités qui vont se réduire au fur et à mesure. Ça peut être extrêmement lent, vous pouvez faire tout pour, on va dire, garder le contrôle un maximum, mais peu à peu, vous allez perdre des compétences, vous allez perdre en moyens, vous allez perdre en capacité au fur et à mesure à partir de globalement 30 ans. Et donc notamment, vous allez avoir parmi les effets une perte de mémoire. Perte de mémoire ou ce genre de choses. Et du coup, à ce moment-là, le refoulement peut vachement mieux fonctionner. A priori, sur les personnes âgées, le refoulement marche extrêmement bien puisque vous avez tout un bagage de vie qui vous permet en fait assez facilement et assez simplement de fonctionner dans un certain sens. Et du coup, tout ce qui va pas dans ce sens-là, déjà ça s'oppose à toute l'histoire de votre vie. Donc ça déjà c'est gênant, et l'histoire de votre vie est beaucoup plus conséquente qu'un événement ou quelque chose que vous voyez devant vous. Donc généralement le refoulement est beaucoup plus simple. Mais en plus de ça, si vous rajoutez le fait d'avoir perdu des capacités, à ce moment-là, c'est d'autant plus simple puisque le truc qui vous dérange, vous le suppressez, et en fait vous oubliez que vous l'avez suppressé. Donc du coup, comme vous l'avez oublié, c'est bon, ça marche. C'est triste à dire, mais a priori, voilà, c'est de ce que je me souviens de mes cours, c'est globalement ça. Alors encore une fois, hein, je préfère le repréciser, je ne suis absolument pas spécialiste en psychologie de développement. C'est quelque chose qui date de très très loin, très très longtemps en arrière. Donc potentiellement, ça a évolué. Potentiellement, c'était en partie faux. Je ne sais pas trop. Moi, c'est les études que j'avais vues en cours, mais du coup, c'était des cours, on va dire, assez génériques et d'introduction plus qu'autre chose à la psychologie mentale. Parce qu'encore une fois, je suis pas du tout spécialisé là-dedans. Mais de ce que je me souviens, c'était globalement ça. Ce qui est toujours très rigolo. J'ai rencontré un marteau-piqueur, elle a battu mes remparts à refoulement, je l'aime. Mais c'est bien ça, effectivement. Il faut, en fait, c'est quand même vachement plus, comment dire, plus sain d'accepter ce qu'on est, d'accepter qui on est, d'accepter ce qu'on a en nous, et de faire en fonction de ça, en fait. Parce que justement, ça nous permet d'être plus nous-mêmes, tout simplement. J'espère que tu vas bien, la goupille, du coup, que ça se passe bien ce matin, que tu n'auras pas trop de tâches chiantes, puisque j'ai cru comprendre qu'hier, c'était pas foufou. J'espère que tu vas avancer dans ton archivage de tes mails. Et puis c'est vraiment pareil, hein, j'espère que tu passeras un bon moment avec nous, que ça te fera passer un bon moment autant que possible. Et pareil pour les autres gens dans le chat qui sont cachés peut-être dans le fond, je ne sais pas. Je reprends la lecture. Autrement dit, plus on veut supprimer, éviter de voir l'émotion en nous, plus nous perdons la possibilité et la latitude de la réguler, d'en tirer une énergie constructive, plus elle est indomptable et plus on est à sa merci. Ça, c'est extrêmement important. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment le fait que plus tu essayes de l'éviter, plus tu essayes de supprimer cette émotion. Et au final, plus ce qui se passe, c'est que tu deviens totalement assujetti à elle. Parce qu'elle va ressurgir. Parce qu'encore une fois, si elle est là, c'est pas sans raison. Je ne peux pas l'éviter. Et toi, en fait, la seule chose que tu vas faire,
c'est que si tu essaies de la suppresser, si tu essayes de la supprimer, de la faire disparaître, de l'éviter, le seul truc qui va se passer, c'est que tu vas perdre ta capacité à en faire quelque chose d'utile. Parce que justement, à la base, cette information, elle est là parce que c'est une information. Ce sentiment, cette émotion, elle est là pour te dire un truc. Si tu refuses de l'écouter, bah du coup, tu refuses de la prendre en compte, tu refuses de réagir à ça. Or, il le faudrait. C'est ce qui pourrait apporter du bien. C'est ce qui pourrait t'amener vers un meilleur toi, de meilleures conditions, un meilleur contexte, et ainsi de suite. Ça dépend de sur quoi est reliée l'émotion aussi. Mais globalement, tu perds cette capacité d'en faire quelque chose, toi, réfléchi, pensé. Et donc, de fait, bah, tu arrives au moment où bah, il se passe forcément ça. C'est que c'est l'émotion qui prend le pas sur toi et que tu te trouves complètement sans défense face à elle et que bah, ça te fait vivre peut-être potentiellement un enfer, ce qui est quand même super triste. Pour contrer ce mécanisme d'évitement émotionnel, on peut se rappeler ce qu'est l'émotion. Elle est une information sur nos besoins, sur nos attentes, sur nos objectifs, sur nos croyances. L'écouter, c'est aussi comprendre nos besoins, nos objectifs et croyances, donc pouvoir décider en conséquence. Il peut arriver de constater que certains objectifs ou croyances sont introjectés, extérieurs à nous, parfois même issus de régulations externes, un ordre destructeur qui nous dégoûte, mais on va tenter de supprimer en nous ce dégoût pour pouvoir obéir. Écouter notre émotion va alors nous permettre de décider si l'on veut vraiment suivre cet objectif, cette croyance ou non. Ça va permettre de davantage nous autodéterminer. A noter que l'émotion elle-même ne dure que quelques secondes à quelques minutes. C'est l'humeur qui peut durer plusieurs heures. Ainsi, on peut réussir à supporter l'émotion le temps qu'il faut pour décider et construire une humeur future plus autodéterminée, puisque liée à notre décision. Souvent, on prend de mauvaises décisions, parce que la situation peut être pressante, et il est plus rapide d'étouffer la peur, le dégoût, la colère, pour continuer à faire ce qu'on faisait. On peut essayer de voir l'émotion comme un message de l'urgence. On doit ouvrir sa lettre, regarder ce qu'elle contient de sens, avant de reprendre l'activité selon les nouvelles informations. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas lâche, ce n'est pas nul. C'est juste prendre quelques secondes pour respecter ce messager. Puis, ensuite, on peut décider avec plus de possibilités. Attention, ça ne veut pas dire que nous sommes totalement responsables de notre réaction, ou absence de réaction, parce qu'on n'aurait pas écouté notre messager émotionnel. Il y a des situations tellement insupportables, comme les agressions, comme les viols, comme des événements particulièrement violents et destructeurs, qu'ils sont littéralement insupportables pour notre cerveau. Celui-ci va tout déconnecter pour protéger en quelque sorte ses circuits d'une surtension destructrice, entraînant un phénomène de dissociation. Il est littéralement impossible de prendre une décision. La personne est comme hors de son corps, rapporte l'événement comme si elle l'avait vu comme tiers, sans émotion. Parfois il y a des amnésies, ou au contraire des attaques de souvenirs qui figent la personne dans la terreur. C'est un mécanisme de survie que déploie là le cerveau. Il n'y a pas à se culpabiliser de n'avoir pas réagi, de ne pas avoir eu d'instinct de fuite, ou d'avoir pu déployer une colère salvatrice, de ne pas sentir l'émotion de cet événement, ou d'être tétanisé par l'émotion de l'événement. La situation traumatique est la cause de ceci. De plus, l'agresseur peut avoir un comportement extrêmement paradoxal qui induit ce bug massif chez la cible, tout particulièrement s'il s'agissait auparavant d'un proche auquel on avait confiance. Paradoxe qui peut être volontairement entretenu par l'agresseur pour atteindre son but, parce que cela est vécu aussi en lui de façon extrêmement paradoxale et dérangée, voire aussi en état de dissociation. Cependant, la thérapie liée au traumatisme serait également de se reconnecter à l'émotion, mais il y a un besoin d'être aidé dans cette tâche dans le cas d'un traumatisme. Ça, effectivement, c'est assez important de faire un petit focus dessus. C'est que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Donc, ça, c'était le début du point de dire, bah, déjà, il ne faut pas en avoir honte parce qu'on a pris le temps d'écouter notre émotion. C'est normal, en fait. Quelle que soit l'émotion, c'est normal de l'écouter. C'est une information sur nous-mêmes. C'est une information qui est due à notre contexte, à nous, à ce qu'on vit, à ce qu'on est en train de faire, à ce qui a déjà été construit sur nous, à ce qu'on ressent et à ce qu'on voit en face de nous. Parce qu'encore une fois, comme l'a dit le texte, ça peut être une émotion qui vient de l'extérieur, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est pas une fausse émotion d'ailleurs, hein. C'est pas parce que ça vient de l'extérieur que ce n'est pas une vraie émotion ou qu'elle est moins valide ou quoi que ce soit. Non, ça reste une émotion qui est valide. Si on la ressent, même si elle vient d'extérieur, c'est qu'elle apporte une information, quelle qu'elle soit. Et il faut donc pouvoir la regarder, l'étudier, la comprendre pour pouvoir savoir ce que ça transmet, ce que ça nous dit sur nous-mêmes, sur le contexte et ainsi de suite. Au-delà de ça, effectivement, il faut aussi pas oublier qu'il y a des moments où c'est un mécanisme aussi humain
de bloquer l'information, de bloquer cette information parce que c'est trop, parce que c'est beaucoup trop dur, notamment dans le cas de traumatisme, dans le cas d'agression, quelle qu'elle soit. Là, effectivement, le mécanisme est un mécanisme de défense qui va s'enclencher hors de notre contrôle et qui, de par la fonction même dont il fonctionne, en fait, nous empêche de venir voir ça par nous-mêmes, ou en tout cas très difficilement. Et là, pareil, faut pas se dire ah mais quand même t'as qu'à faire un effort et puis c'est bon, tu peux aller regarder ce qu'il y a au fond de toi. Non, si à un moment donné vous avez un mécanisme de refoulement qui s'est mis en place, c'est problématique que ça soit un traumatisme parce que du coup ça veut dire que comme ça bloque, vous pouvez pas passer au-dessus, vous pouvez pas évoluer avec ça parce qu'encore une fois l'émotion vous apporte une information, elle vous permet d'évoluer. Mais au-delà de ça, c'est pas votre faute, c'est aussi un mécanisme de protection parce que là c'est trop, parce que là c'est beaucoup trop pour vous et que tout seul vous pouvez pas le faire. Nous on est une espèce humaine, l'espèce humaine qui est une espèce grégaire, qui est une espèce sociale, on est là aussi pour s'entraider, on est là aussi pour qu'entre humains on puisse se soutenir et justement permettre d'accepter et de passer outre certains traumatismes, ce qui nous permet d'évoluer vers une nouvelle version de nous-mêmes, plus en adéquation avec ce qu'on veut, nous en tant que personne et pas non plus ce que veulent les autres, hein. Ça, c'est un point important aussi, c'est que souvent, dans les refoulements, vous avez du refoulement parce que vous avez la pression sociale qui vous dit: «Ah, mais les gens s'attendent à ce que vous soyez comme ça» et du coup, tu te dis: «Si je ressens cette émotion-là, à ce moment-là, c'est problématique parce que du coup, je m'éloigne du modèle qu'on veut, qu'on voudrait me voir adopter». Donc du coup, on suppresse l'émotion pour essayer de coller à ça et au final, bah non, ça marche pas. On est une espèce sociale, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit être ce que le social attend de nous. Il ne faut pas être ce que le groupe attend de nous. Non, il faut être ce que nous, on veut être au sein du groupe et c'est pas du tout la même chose. C'est extrêmement vraiment pas du tout la même chose. Hop, je continue. L'autre prérequis pour l'identification concerne la richesse du vocabulaire concernant les émotions. Pas de vocabulaire, pas de possibilité de décrire ne serait-ce qu'à soi l'émotion. Pour les personnes ayant des problèmes tels que l'alexithymie, je ne connais pas, difficulté à identifier ses émotions, à les distinguer des sensations corporelles, à exprimer les états émotionnels. Intéressant. Les thérapeutes peuvent les aider en leur proposant d'apprendre ce vocabulaire via des listes, la lecture de romans, l'exploration de fiction, aidant aussi à développer tout un langage de l'émotion, discerner les sentiments les uns des autres, observer leur entremêlement, les besoins, les attentes et les objectifs qu'ils sous-tendent. L'individu qui a des difficultés à repérer et identifier ses émotions peut être également aidé à les analyser, en observant ses cognitions, par exemple. La vie est injuste, je ne suis pas respecté. Renvoie de la colère, en observant ses tendances à l'action. Par exemple, le fait d'être figé, puis l'envie de fuir, renvoie à la peur. En observant ses modifications biologiques, par exemple l'augmentation du rythme cardiaque, la bouffée de chaleur, la tension musculaire, renvoie à la colère. Plus globalement, pour mieux identifier les émotions, il va s'agir d'augmenter la conscience émotionnelle. Lane et Schwartz, en 87, décrivent 5 niveaux de conscience émotionnelle. Autrement dit, l'individu qui aura une bonne conscience émotionnelle passera par ces 5 niveaux. Niveau 1, il a conscience des sensations corporelles associées à l'émotion. Niveau 2, il reconnaît les tendances à l'action suscitées par l'émotion. Niveau 3, il est capable d'identifier et de nommer les émotions. Niveau 4, il prend conscience des émotions complexes ou des mélanges d'émotions. Et niveau 5, il est capable de se représenter et d'apprécier la complexité de ses expériences émotionnelles et de celles d'autrui. Et si l'on peut pleinement identifier ses propres émotions, alors s'ensuit la bonne identification des émotions d'autrui. J'ai appris ce mot il y a pas longtemps chez ma psy. Ah ouais? D'accord, bah moi je connaissais pas du tout ce trouble-là. J'avoue que l'alexithymie, je connais pas. Du coup, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai que c'est logique qu'il y en ait, dans le sens où je connais tout un tas d'autres troubles. Par exemple, sur le langage, il y a un trouble, alors je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais il y a un trouble par exemple qui est que la personne est incapable de parler, elle ne peut que chanter. Elle n'entend que si c'est de la chanson et elle ne comprend que si c'est de la chanson, que si c'est des paroles chantées. Là comme ça tu te dis mais what the fuck. Mais de fait il y a des gens qui ont un fonctionnement pour diverses raisons qui peut être dû à un traumatisme physique ou émotionnel qui fait que ils ont des incapacités à voir ce que d'autres voient, ou au contraire qui sont capables de voir ce que personne d'autre n'est capable de voir. C'est comme ça. Donc j'avoue que autant je connaissais pas le terme d'alexithymie, ah je sais plus. Bref, autant je connaissais pas le terme, autant je suis absolument pas surpris qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans l'incapacité de comprendre leurs émotions. C'est pour le coup c'est assez logique, on va dire, assez cohérent.
Par rapport à ça, c'est fou de se dire qu'on peut être très capable d'identifier nos émotions propres et de ne pas, savoir comment agir avec. Oui, complètement. C'est fou, c'est un côté mignon quand même, mais triste, car le quotidien doit être compliqué, le fait de chanter tout le temps. Ouais, bah, pour le coup, on avait vu ça en enseignement de psychologie clinique, je crois. Je crois que c'était en psychologie clinique qu'on l'avait vu, ou cognitive, je sais plus, en cours, donc il y a 8 ans en arrière, et où effectivement, ben, vous avez des personnes qui sont obligées de chanter un minimum. Alors, c'est pas forcément chanter genre un opéra, hein, mais ils sont obligés de mettre un petit air quand ils chantent, parce que, enfin, quand ils essaient de parler, parce que sinon, ils ne comprennent pas. Et en face, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, sauf si on chante. Ce qui est complètement aberrant, parce que tu te dis, mais c'est une parole. Dans les 2 cas, tu dis il y a des mots, mais vraiment, il y a un truc qui fait que pour une raison X ou Y, ça ne marche plus et c'est vraiment super étonnant. C'est vraiment, vraiment super étonnant. Je sais plus le trouble que c'est. Attendez, ça me perturbe. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Paf. Donc, c'est le trouble euh, de l'audition chant. On va faire un truc comme ça. Nanana. Non, là, ça me met sur des chanteurs. C'est pas du tout ce que je voulais. Euh, ah, ah, ah. On va mettre quoi? Ah, ça date d'il y a tellement longtemps. Va pour retrouver le nom du truc, quoi. Si je mets un truc comme ça. Non, là il me renvoie sur des trucs très classiques. Parce qu'évidemment, c'est un truc qui est très particulier, hein. Donc c'est toujours assez étonnant. Entendre que le chant, peut-être, si je mets comme ça. Pop, hop, hop. Là, il me mettait sur les hallucinations auditives. Évidemment, évidemment, évidemment. C'est quoi une autophonie? Pop, hop, hop, non. Ah, je sais plus comment c'est le nom. Je sais plus du tout le nom. Mais c'est un truc très particulier. Il y en a pas beaucoup des gens et notamment ça peut être dû à des troubles psychiques, notamment à des traumatismes en fait émotionnels notamment, qui font qu'en fait factuellement vous avez le fonctionnement du corps qui est parfait. Vous entendez les sons, vous n'avez pas de problème au niveau de l'appareil auditif, vous entendez, mais c'est au niveau par exemple de l'attention, c'est au niveau du traitement de l'information qu'il y a quelque chose qui se pitait en fait et bah, il y a tout ce qui est parole classique qui est en gros jeté à la poubelle et tout ce qui est chant et compagnie qui par contre est retenu et entendu. Mais du coup, d'un point de vue purement fonctionnel, votre corps marche, votre corps, les organes auditifs sont fonctionnels, il n'y a pas de souci, c'est pas atteint, mais voilà, c'est très particulier. Mais c'est un tout petit truc, hein, il y en a pas, c'est pas des gros cas, il y en a pas une grande quantité. Et ça, vu que ça date d'il y a 8 ans, je vous avoue que je ne retrouverai pas comme ça. J'ai essayé de chercher vite fait, mais j'ai pas trouvé grand chose. Parce que par rapport au refoulement avec ma psy, on s'est demandé si je ne sentais pas mes émotions, si j'avais des angoisses qui me bloquent d'agir par rapport à ce que je ressens. Thanos, je suis hyper vigilant et angoissé. Bah, c'est le cas pour beaucoup de gens, hein. Comme on l'a dit dans le document, comme on l'a dit dans le texte, et comme moi je le répéterai, faut pas se sentir mal à l'aise ou honteux ou quoi que ce soit de refouler. C'est un fonctionnement assez logique d'un point de vue de notre espèce, surtout dans nos sociétés occidentales, où bah, par exemple si vous êtes assigné au genre masculin, on vous apprend à suppresser certaines émotions. Si vous êtes assigné au genre féminin, on vous suppresse un autre type d'émotion. Et donc de fait, vous avez des mécanismes qu'on vous induit de base depuis votre naissance par tout ce que vous voyez à la télé, parce que ce que vous voyez au cinéma, parce que vous lisez dans les bouquins, parce que vous le voyez dans votre famille, parce que vous le voyez dans vos relations amicales, à l'école et ainsi de suite. Donc forcément, vous avez ces mécanismes-là qui se développent. Vous pouvez pas faire autrement, en fait, puisque tout autour de vous, c'est ce qu'on vous induit, c'est ce qu'on vous met constamment. Donc il faut absolument pas se sentir, comment dire, honteux ou regretter d'avoir des refoulements. Tout le monde en a, c'est obligé. Et encore une fois, et en plus, c'est des situations particulières, notamment les situations de traumatisme, où le mécanisme du refoulement est un mécanisme de protection qui se déclenche pour vous protéger, en fait, le temps que vous ayez les ressources pour pouvoir traiter l'émotion, pour pouvoir traiter le bagage émotionnel. Et tant que vous les avez pas, bah, ça va continuer à refouler. Mais par contre, bah, maintenant qu'on le sait,
et qu'on a une évolution d'un point de vue sociétal qui fait du bien, où on peut commencer enfin à parler d'un certain nombre de choses parce que, bah, notamment les sciences humaines et sociales ont pu mettre le doigt sur beaucoup de choses et dire: «Bon écoutez, là ça serait peut-être bien de remettre en question ce fonctionnement-là en société». Maintenant qu'on en est là, c'est bien de pouvoir se rendre compte que justement, sur tout un tas de choses, un très énorme gros tas de quelque chose, le refoulement n'est absolument pas un moyen de protection et que au contraire, c'est un moyen même d'oppression du système et que du coup, puisqu'on peut le voir et le comprendre comme tel, on peut essayer de travailler dessus pour essayer de passer au-dessus et essayer de ne pas le reproduire et de ne pas l'introjecter, bah, notamment dans les nouvelles générations. Quand vous avez alors bon, moi ça m'arrive pas parce que je suis absolument pas parent et je ne le serai jamais, mais si vous avez, vous un enfant, c'est bien à notre époque actuelle, vu les connaissances qui sont de plus en plus conséquentes là-dessus, d'essayer de casser ce genre d'introjection qu'on a nous reçu chez le futur enfant, pour que justement il puisse passer au-dessus et qu'il n'ait pas tous les problèmes qu'on a. Et d'ailleurs, on le constate de plus en plus parce que en fait, c'est pas sans raison que la parole s'est libérée à tellement de niveaux. Par exemple, sur les communautés LGBT, c'est parce que là, depuis 20-30 ans, déjà, vous avez des parents qui ont commencé à travailler sur ces notions-là, sur ces thématiques-là, ce qui a permis du coup à une génération de commencer à passer au-dessus de ça, de pouvoir justement casser ces mécanismes de refoulement, d'avoir une parole qui du coup s'ouvre, se libère et qui est de plus en plus capable d'être entendue. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Antipatriarcam fait un bon taf sur la famille par rapport à ça, si jamais, entre autres. Oui, il me semble effectivement qu'elle a fait toute une lecture sur la famille il y a quelques temps. Là, en ce moment, je l'ai pas trop vu live. Je crois que c'est parce qu'elle est en train de chercher un appart. Donc, du coup, elle est pas du tout. Enfin, elle est pas du tout. Elle est pas trop en live ces temps-ci. En tout cas, je l'ai pas croisée. Mais ça date il y a 2-3 semaines, je crois, un truc comme ça, qu'elle faisait la lecture sur la famille. Ça me parle. Ça me parle. J'ai vu passer. Je l'ai eu en fond. Comme souvent, je mets des trucs en fond le reste de la journée. Bon, je reprends. L'identification des émotions d'autrui. Elle est essentielle au quotidien. Les chercheurs donnent l'exemple d'un individu qui voudrait demander une augmentation à son patron. Il arrive dans son bureau, le patron est agité, fait les 100 pas, fronce les sourcils. Il est visiblement préoccupé, stressé, voire surmené actuellement. Une personne qui identifie bien les émotions verra que ce n'est peut-être pas le moment idéal pour discuter, obtenir ce qu'elle veut, et reportera. Celle qui n'identifie pas ces signaux risque de faire une croix sur son augmentation, parce qu'elle l'a proposé à un mauvais moment, que le patron va en déduire qu'elle abuse et qu'elle a une audace mal placée. Ou encore qu'elle se moque de lui, qu'elle ne pense qu'à elle, etc. Identifier les émotions d'autrui, c'est s'informer sur leurs besoins et sur leurs attentes. La tristesse perçue induit le fait que peut-être il a besoin de notre aide, d'être écouté. Sa colère induit le fait qu'il a besoin d'être réparé, d'une injustice. La formulation de la phrase me semble un peu bizarre, mais d'accord. Si l'émotion advient dans la relation, elle donne un indicateur de l'état de la relation à ce moment-là. La joie est un signal positif, là où la colère de l'un contre l'autre est plutôt signe de problème. Identifier les émotions d'autrui permet aussi de s'informer sur le climat de l'environnement social. Voir simplement des visages tendus dans un lieu permet de comprendre que l'environnement est actuellement sous pression. Un échange de regards suffit à informer d'une menace ou d'un problème d'environnement. La compréhension des émotions précède la compréhension du langage verbal. Ainsi, dans l'éducation des enfants, ce langage non verbal émotionnel sert à apprendre aux enfants ce qui est bien à faire, car ça conduit à la joie qu'il peut percevoir, ou mal, car cela conduit à la colère ou à la tristesse du parent. Les émotions perçues d'autrui font office de renforçateurs de certains comportements, ou, au contraire, en décourageant d'autres. Si l'on n'arrive pas à identifier les émotions d'autrui, on peut se comporter d'une façon qui leur fait du mal ou qui les réprouve. Cela peut être perçu comme de l'arrogance, comme de la provocation, comme un manque d'empathie, comme de la cruauté. Parce que généralement, les personnes estiment que leurs émotions sont flagrantes, sont un message beaucoup plus fort que l'expression verbale. Ce qui est effectivement le cas entre neuroatypiques. Mais pour les personnes à difficulté, par exemple alexithymie ou les TSA, l'émotion, le langage non verbal est souvent comme un langage étranger qu'ils n'ont pas forcément appris à maîtriser. Ainsi, pour les aider à comprendre et à apprendre, il y a à verbaliser explicitement l'émotion. Ça, c'est assez intéressant et c'est effectivement assez important. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai critiqué assez violemment et assez régulièrement il y a de ça longtemps, au tout début des lives, on va dire un peu psychologie, de vulgarisation que j'avais fait. Notamment, j'étais revenu sur tout ce qui est le langage non verbal. Vous avez un biais assez monumental. Vous avez beaucoup dans les gens qui font du développement personnel, hein. Vous voyez, cette branche-là,
un peu nul, qui vous dit que, par exemple, vous pouvez apprendre le langage non verbal et du coup, ça vous permet de, notamment comprendre les autres en face, éventuellement de les manipuler pour tout ce qui est vente et ainsi de suite. Et vous avez vraiment tout un bagage là-dessus qui est très développé, qui en fait repose un peu sur du vent, qui est un peu beaucoup sur du vent. Pourquoi? Parce qu'en en fait, il part du principe dans ces théories-là, et je me souviens notamment d'une enseignante en particulier qui me disait ça, qui y croit, hein, enfin qui pour elle, c'est le principal. Elle estime que 70% des informations passent par le langage non verbal et que donc de fait, en fait, le langage non verbal est le plus important. Et j'avais un autre enseignant qui est, je trouve, beaucoup plus important, qui disait qu'il y a peut-être 70% des informations qui passent par le langage non verbal, mais c'est le langage verbal qui permet de donner non seulement une cohérence à ça, mais surtout de comprendre les subtilités de ça, et qu'on n'aura jamais autant de précision dans le langage non verbal qu'on en a dans le langage verbal, puisque parfois, tout simplement, le langage non verbal n'est pas compris, parce que la personne en face, par exemple, est dans un état émotionnel qui fait qu'elle ne peut pas le recevoir, parce que la personne en face n'exprime pas ses émotions de la même manière, n'exprime pas cette émotion particulière de la même manière, et donc du coup ne comprend pas les signaux en face. Parce qu'il y a des gens qui sont neuroatypiques, parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Et donc de fait, pour tout un tas de raisons, on se retrouve dans des situations où en fait le langage non verbal n'est pas fonctionnel. Oui, il y a des informations qui passent, c'est un fait. Bien sûr qu'il y a des informations qui passent par le non verbal, c'est obligé, oui. Ça ne veut pas dire que c'est forcément pertinent et ça ne veut pas dire que c'est le meilleur moyen, le meilleur canal de communication. Jamais on aurait développé le langage oral, jamais on aurait développé le langage justement verbal si à un moment donné le langage non verbal était suffisant. Puisque à la base, quand l'espèce humaine, on va dire, s'est développée, on était des grands singes, on n'avait pas du tout spécialement de langage verbal. C'est pas sans raison que le langage verbal s'est développé. C'est parce qu'il apporte une profondeur, c'est parce qu'il apporte quelque chose que le langage non verbal n'est pas capable d'apporter. Et du coup, ça me laisse toujours très perplexe quand vous avez des gens qui viennent vous avancer que franchement, le langage verbal c'est de la merde. Finalement, on peut se baser que sur du non verbal, tout va bien. On peut tout transmettre et tout expliquer et tout comprendre. C'est incroyable. Et en fait, non, bien sûr que non, que ça marche pas. En fait, bien sûr que non, que ça marche pas. C'est absolument absurde. Parce que, encore une fois, sinon, l'espèce humaine, faut bien comprendre un truc, hein, elle est naturelle. Elle est issue de l'évolution naturelle du monde et de l'espèce qui est la nôtre. Donc, à un moment donné, si on a des fonctionnements naturels, il faut bien se rendre compte que la nature, elle a toujours le même principe de base, elle va au plus efficace, au moins coûteux, toujours et systématiquement. La nature ne prendra jamais un chemin super compliqué pour le plaisir de prendre un chemin super compliqué. Si elle prend un chemin compliqué évolutif, c'est parce que c'est dans les conditions qui lui sont présentes, le chemin le moins coûteux, le chemin le plus optimisé, qui permet le plus facilement de répondre à tel ou tel élément contextuel. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin évolutif qui est le plus optimisé de l'absolu pour faire le truc, non. Ça veut juste dire que par rapport aux conditions qu'il y a, c'est le moyen le plus simple et le moins coûteux. Et donc du coup, c'est le chemin évolutif qui est pris. En l'occurrence, le langage, si le langage verbal s'est développé, c'est parce qu'il est nettement moins coûteux et nettement moins compliqué à mettre en place, à comprendre et à permettre d'échanger que le langage non verbal. Tout simplement. C'est le truc le plus optimisé, c'est le truc le plus simple, le moins coûteux que l'espèce humaine pouvait faire pour atteindre l'objectif qu'elle avait. Donc de fait, c'est comme ça que ça s'est développé. Donc du coup, quand vous avez des gens qui viennent vous mettre en avant, oui, mais il faut absolument travailler sur le langage non verbal parce que ça permet de transmettre plein de choses. Oui et non. Comme dans En toute puissance, je dirais que oui, c'est important et c'est bien si vous êtes capable de comprendre certaines émotions en face de vous, parce que ça va vous permettre de faire preuve d'empathie. Enfin, l'empathie va vous permettre de comprendre les émotions, donc vous allez pouvoir peut-être apporter un soutien à la personne en face, ou la personne en face va peut-être vous permettre de vous apporter à vous un soutien, c'est très bien. Par contre, vouloir uniquement se baser sur ça, c'est d'une profonde débilité. C'est particulièrement non efficace et c'est particulièrement mauvais en fait. C'est même très problématique parce que même au-delà de ça, vous pouvez ressentir une émotion qui vous met dans un certain état émotionnel de fait, avec un certain comportement et la personne en face va peut-être voir cet état de colère, va peut-être voir cette émotion-là particulière, sauf que potentiellement vous allez avoir un langage qui va être différent parce que justement vous avez conscience de votre émotion, et que vous êtes en train de la prendre en compte et que vous êtes en train de réagir en fonction et que du coup vous voulez pas vous laisser aller à cette colère parce que vous savez que ça ne serait pas le choix que vous voulez faire par rapport à votre émotion sans la refouler pour autant. Et là, à ce moment-là, si vous partez juste sur le langage non verbal, vous allez juste voir la personne dans un état de colère et vous allez peut-être avoir un comportement qui n'est absolument pas adapté à ce que voudrait et ce que demanderait la personne, alors que potentiellement la personne a conscience de son état, là en l'occurrence de l'exemple
de colère, et justement a choisi cette courbe d'action-là, a choisi de faire telle ou telle chose, parce que c'est ce qui lui permet de passer au-dessus. Bref, je sais pas si je suis très 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 clair. Je sais pas si je suis si particulièrement clair que ça. J'essaie de faire le plus simple possible. N'hésitez pas à me dire si parfois je m'embrouille un peu, si c'est pas suffisamment clair, si vous voulez que je revienne sur une notion. Encore une fois, les lives sont là pour ça, donc n'hésitez point, n'hésitez point. Hop, je continue. Ne pas comprendre l'émotion d'autrui pose de gros problèmes. Nowicki et Duke en 94 ont montré que les enfants qui ont des déficits dans la capacité à décoder les émotions éprouvaient des difficultés à maintenir des relations sociales de qualité. Ils sont moins appréciés par leur père et développent des relations moins profondes avec leurs camarades. Oui, c'est vrai. Lae, Luminé, Van Broek, Bodar et Mikolajczak, Rief, Osterwolds, Meyers, Merum, Tergowit et Lee en 2008 ont montré que les difficultés dans la reconnaissance des émotions d'autrui sont associées à la rumination, à la dépression, à l'anxiété. Comment exprimer ses émotions? Exprimer ses émotions peut se faire à autrui comme à soi-même, par exemple via l'écrit. Il y a globalement des effets positifs à exprimer ses émotions, notamment sur le fait de renforcer les liens entre les personnes, y compris lorsque l'émotion est négative. Le partage est à la fois gage de confiance et solidification de la confiance, ainsi que l'amitié, de la proximité sociale entre les personnes. Ce processus se fait de façon très simple. Une personne A besoin d'exprimer ses émotions, qu'elle exprime à B. B éprouve de l'intérêt. A exprime encore plus d'émotions. B vit des émotions. Sentiment d'unité, empathie, similarité perçue. A reçoit de la compréhension, de l'aide et soutien. B ressent de la compréhension et l'envie de soutien. A aime B davantage, B aime A davantage. Cela marche aussi pour le partage d'émotions positives. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est un peu un modèle idéal où A et B ont à la base des relations plutôt positives et ont envie de les entretenir, c'est bien. Parfois, ça se passe pas comme ça, malheureusement, mais ça, c'est vrai que c'est un bon modèle. Gable, Race, Inpet et Asher en 2004 ont montré que dans les relations de couple, lorsque l'un des partenaires exprime des émotions positives et que l'autre y réagit de manière enthousiaste, on observe un plus grand bien-être relationnel, plus d'intimité, ainsi qu'une satisfaction mutuelle plus grande. A noter qu'il ne s'agit donc pas d'un effet cathartique ou d'un soulagement. Ce n'est pas se débarrasser de son fardeau d'émotions sur autrui, mais bien de construire la relation dans un partage mutuel, résonnant, où il y a ouverture mutuelle et où l'entraide peut alors émerger. Sans partage d'émotions, l'entraide et la solidarité de l'autre peuvent être rendues impossibles, car de nombreux problèmes générant des émotions négatives peuvent être pas visibles, pressentis par l'autre, tout simplement parce que les capacités d'attention sont limitées. Chacun a sa perception particulière où tout n'est pas visible. D'où l'importance de l'expression de l'émotion pour ouvrir des possibilités à l'interlocuteur, qui est à présent informé et peut envisager de faire quelque chose pour aider, pour exprimer sa proximité sociale, etc. Le seul problème qui pourrait se poser est de voir justement l'autre comme un défouloir cathartique, une poubelle psychique extérieure, servant à absorber ses émotions. Cela doit s'inscrire dans une relation de confiance, qui inclut aussi le partage positif des joies, être construit réciproquement, être à l'écoute et soutenir en retour. En temps normal, on n'a pas souvent rien à faire vu que les gens sont altruistes. Ce serait bien, ce serait bien, ce serait bien. Ce serait plutôt pas mal. Pourquoi transition VOD? Pourquoi transition VOD? J'ai pas le lien. J'ai pas compris. Mais clairement, par contre, ça oui, c'est clair qu'il faudrait que B en a pas souvent rien à faire, puisque normalement, de base... Ah, sur la lecture de l'altruisme. Ah, tout à fait, carrément, oui, clairement. Alors par contre, est-ce que je l'ai fait en VOD, l'altruisme? La fois où on a fait le live sur l'altruisme, je suis pas sûr qu'on en ait fait une VOD. Parce que c'était toute une matinée, on a lu pas mal d'articles différents, c'était un peu décousu, même si la thématique restait l'altruisme. Je crois que j'en ai pas fait de VOD, je crois qu'il n'y a pas de rediff. Je crois que ça a été perdu dans les limbes à tout jamais. Mais pour le coup, effectivement, c'est quelque chose que montrait justement le live sur l'altruisme et les différents articles qu'on avait trouvés et que je vous avais lus, c'est que effectivement l'espèce humaine a de base un fonctionnement qui est dit altruiste. Pour le coup, le fonctionnement altruiste, ça veut pas dire que les gens sont forcément les becs les plus sympas de base que vous pourrez rencontrer. Non, ça veut dire que vous avez toujours tout un tas de raisons qui va motiver une action, une réponse, et on considère dans le modèle altruiste que, de fait, on constate qu'assez régulièrement, il y a des gens qui adoptent un comportement altruiste alors que ça ne leur apporte rien factuellement à eux.
qu'il n'y a aucun avantage. Là où dans les modèles précédents qui étaient utilisés, mais qui n'étaient pas développés par des psychologues sociaux notamment, mais qui étaient développés par des philosophes et par des penseurs, on va dire politiques ou économiques notamment. Le modèle était le modèle de l'hédonisme ou du narcissisme, où la personne ne fait des courbes d'action que parce que ça lui rapporte quelque chose, soit du plaisir, soit des avantages concrets. En l'occurrence, on se rendait compte qu'il y avait pas mal d'écueils, puisque du coup, dans ce modèle-là, ça partait du principe que toutes les actions, même les actions altruistes, étaient en fait faites parce que ça rapporte quelque chose à l'individu. Or, on constate tout un tas de cas, très nombreux, où les gens font des choses qui ne leur apportent rien du tout, ni de près ni de loin, que ça leur apporte que préjudice, même socialement et ainsi de suite. Parce que notamment une des justifications qui était utilisée dans ce modèle-là, c'est de dire quand vous faites quelque chose de bien, en fait, vous y avez un intérêt parce que ça vous fait passer pour quelqu'un de bien, ça vous apporte donc un intérêt social et ainsi de suite. Ou alors ça vous apporte un intérêt dans le fait où du coup vous vous sentez comme étant quelqu'un de mieux parce que vous avez fait quelque chose de bien. Sauf qu'en fait c'est pas cohérent parce qu'il y a pas mal de situations dans lesquelles en fait quand on étudie et qu'on pose des questions notamment aux personnes, non seulement on constate que leur bonne action n'a pas été vue, ne sera pas vue, ne sera pas considérée comme quelque chose de bien, ne leur permet pas à eux de se sentir comme mieux puisqu'ils sont extrêmement rejetés de tous les gens autour d'eux. Enfin bref, tout un tas de situations où en fait ça ne colle pas à ce modèle-là. Le modèle de l'altruisme, lui, par contre, permet de vachement plus le prendre en compte parce qu'on constate que comme pour tout chez l'être humain, hein, étonnamment, comme l'ont montré le reste des études qui ont été faites, vous avez, quand vous prenez une décision, non pas un élément qui fait que vous prenez cette décision, mais c'est un ensemble d'éléments qui font que vous allez prendre cette décision. Parce que la majorité des éléments qui permettent de prendre la décision vont dans ce sens-là, vous allez prendre la décision qui va dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres d'éléments qui vont vous dire d'aller dans l'autre sens. C'est juste qu'ils ne sont pas assez suffisamment forts, assez nombreux pour vous pousser dans une autre direction. Et là, par contre, on tombe sur des modèles altruistes qui sont beaucoup plus cohérents et beaucoup plus logiques. Parce que du coup, rien n'empêche quelqu'un en soi de faire un coup sale, en fait. Rien n'empêche à quelqu'un de faire un coup qui est très sale. Parce que potentiellement, à ce moment-là, il aura eu tout un tas d'éléments qui vont le pousser dans la direction de faire un coup sale. Pour autant, dans un tout autre contexte, alors que rien ne le pousse à faire spécialement normalement en termes d'intérêt une action gentille, il va faire une action gentille parce qu'il aura tout un tas d'éléments en lui qui le poussent à faire l'action gentille. Et encore une fois, on constate que c'est un modèle qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérent et beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux en termes de ressources. Et là, vous retombez sur le même principe que je vous disais tout à l'heure, la nature va toujours au plus simple, va toujours au moins coûteux. Si c'est un modèle qui coûte nettement moins, qui est beaucoup plus simple, il y a de grandes chances que ce soit le modèle le plus vrai. Parce que, encore une fois, dans la nature, dans le développement naturel des choses, la nature choisit toujours le modèle le plus simple, choisit toujours la voie de la simplicité. Parce que c'est le plus fonctionnel, c'est le plus rapide, c'est le moins coûteux. C'est donc ce qui se présente le plus facilement, donc de plus en plus souvent, et donc c'est ce qui devient la norme, tout simplement, on va dire. Là, je fais de la grosse vulgarisation très sale, mais en soi, c'est valide ce que je vous dis. Et donc, du coup, c'est ce qu'on constate effectivement dans le modèle de l'altruisme, c'est que les gens, en fait, dans tout un tas de situations, vont être altruistes. On est une espèce qui est sociale, qui fonctionne en groupe. On n'est pas un tas d'individus côte à côte. On est un groupe social constitué de tout un tas d'individus, mais on est un groupe social. On fonctionne en groupes sociaux, en fait, tout le temps. Votre famille est un groupe social, vos amis sont un autre groupe social. Vous fonctionnez dans tout un tas de groupes sociaux différents qui cohabitent, qui parfois sont les uns dans les autres, se chevauchent, parfois pas. Mais le fait est que vous passerez votre entièreté de votre vie dans des groupes sociaux de près ou de loin, que vous en ayez conscience ou pas. Ça peut être y compris des groupes sociaux qui sont virtuels, en passant par exemple par Internet. C'est une des grandes possibilités qu'a mis à jour quand même Internet, c'est qu'on voit se constituer des groupes sociaux qui peuvent être extrêmement intéressants en termes de dynamique de groupe, parfois beaucoup plus vivaces que les dynamiques de groupe qu'on peut constater dans un groupe de gens côte à côte, alors que là ils sont séparés par des milliers de kilomètres, mais parce que ce sont des groupes sociaux suffisamment forts pour justement avoir des dynamiques de groupe en fait, parce que les liens qui se font sont tout aussi réels. C'est pas parce qu'ils passent par le fait d'être en ligne que pour autant ils sont faux, qu'ils ne sont pas vrais, qu'ils sont moins forts ou quoi. Non, si les conditions sont réunies, ça marchera tout autant que si vous voyez en face à face. Les amis de droite, c'est un groupe antisocial. Ça c'est beau, ça c'est beau. J'aurais dit que c'était un groupe de connards, mais accessoirement oui aussi. Toujours est-il que, effectivement, la personne B va normalement assez régulièrement faire preuve d'empathie si elle en a les moyens. Il faut bien prendre en compte si elle en a les moyens.
C'est pas toujours possible. Malheureusement, il arrive que dans tout un tas de situations, les personnes n'ont pas forcément les moyens parce qu'ils vivent eux-mêmes d'autres choses, parce que pour diverses raisons, ils n'arrivent pas à avoir le moyen de venir aider l'autre, parce qu'ils manquent eux-mêmes de moyens. Mais encore une fois, la dynamique de groupe est en général que A et B ne sont pas tout seuls sur une île. Généralement, A et B sont entourés de C, D et ainsi de suite, qui peuvent s'entraider, qui peuvent venir aider B, qui peuvent venir aider A, et au fur et à mesure, en fait, permettre d'aller de l'avant pour tous. Dans des groupes plus fonctionnels, c'est généralement pas mal. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire ici sur la chaîne. Je sens que le chat a envie de me sauter dessus. T'as envie de me sauter dessus, hein? Bah ouais, hein. Un petit bout. Bah oui, moi t'es mignon. T'es mignon. Et là on arrive sur la critique des structures dans laquelle évolue l'individu et on cesse de remettre la charge sur les gens. Chez le libéralisme, exactement. À noter qu'il n'y a pas forcément besoin d'un interlocuteur pour exprimer ses émotions. Par exemple, Pennebaker, JW, Kiecolt, Glasser et Glasser en 88 ont demandé à des étudiants d'écrire durant 4 jours consécutifs soit d'une expérience traumatique, soit sur un sujet superficiel. Le but de l'étude était d'évaluer l'effet de l'expression des émotions sur les fonctions immunitaires et la santé. Les chercheurs ont utilisé le writing paradigm dans cette expérience, une méthode qui sert aussi à titre autothérapeutique. Voici comment la réaliser. Trouver un endroit et un moment où nous ne serons pas dérangés. Excusez-moi, j'ai un peu le hoquet. Écrire au sujet de ce qui nous préoccupe, de ce que nous avons tendance à éviter et qui influe notre vie négativement. Écrire au minimum 15 minutes par jour pendant au moins 3 jours consécutifs. Écrire continuellement sans s'inquiéter de la grammaire et sans se censurer. Si c'est plus facile, utilisez un dictaphone pour parler au lieu d'écrire. Revoir ce que l'on a écrit de temps en temps afin de voir comment notre pensée a pu changer par rapport à nos émotions. Les résultats ont montré qu'exprimer verbalement ou par écrit une expérience traumatique améliore la santé physique, accroît les fonctions immunitaires et est associé à un nombre moins important de consultations médicales dans les mois qui suivent. Lumley, Provenzano 2003 ont montré que l'expression des émotions pouvait également être associée à de meilleurs résultats académiques et à une baisse des plaintes somatiques. Lieberman et Hall en 2007 a montré que le simple fait de nommer des émotions ressenties diminuait la réactivité de l'amygdale aux images émotionnelles négatives. Les chercheurs ont demandé aux participants de regarder des photos exprimant diverses émotions, peur, colère, joie. Une partie de l'exercice consistait à associer les photos exprimant les mêmes émotions, l'autre à nommer les émotions exprimées. Il est ressorti que quand les participants devaient nommer les émotions, l'activité cérébrale s'intensifiait dans les régions du langage et diminuait dans la zone associée à la détresse. Intéressant. Évidemment, par extension, avec le paradigme d'écriture, tout exercice d'un art ou d'une création de fiction peuvent aussi servir à exprimer les émotions. C'est salvateur, surtout dans le contexte où il est ponctuellement impossible de parler de quoi que ce soit à quiconque pour des raisons extérieures et oppressantes. Par exemple, l'écrivain Clive Barker, auteur de fantastique horreur, également peintre, raconte qu'en tant qu'homosexuel, harcelé enfant et adolescent, il ne pouvait s'exprimer pleinement qu'à une feuille blanche. C'était le seul endroit où il pouvait exprimer avec confiance, sans risque d'être encore plus jugé. Et progressivement, en écrivant ses cauchemars et tout ce qui lui passait par la tête, ce sont devenus des histoires, des univers. C'est assez ouf ça. Oh bah j'ai trouvé des exercices similaires pour gérer les angoisses, comme quoi. Hein. Tout ce que je voulais c'était être sain d'esprit. Et le seul moyen de l'être, c'était en autorisant ses pensées sombres et complexes, s'adressant au public, venant chercher des conseils pour l'écriture et l'art. Portez juste attention au fait que vous racontez la vérité à propos de l'amour que vous ressentez, à propos de la haine que vous ressentez, à propos de la colère que vous ressentez, à propos des deuils que vous vivez. C'est un acte sacré. Et le plus important que je puisse vous partager aujourd'hui, c'est que vous êtes des êtres spirituels avec vos propres quêtes. Peut-être que c'est une quête artistique, peut-être que c'est la quête d'avoir un enfant, ce qui est aussi une quête artistique. C'est quelque chose dans laquelle vous devriez donner tout ce que vous avez. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de compromis. C'est important pour nous, en tant qu'artistes, que nous célébrions tout ce qui dans notre vie est triste, joyeux, trivial, que nous l'embrassions pleinement, encore et encore. Ne pas exprimer ses émotions est par contre délétère. Gross, en 2002, a réalisé une expérience où l'on projetait un film suscitant le dégoût. À certains participants, il avait été demandé de masquer leurs émotions, et à d'autres, pas à d'autres, à qui on avait demandé de réévaluer le film. Les participants devant masquer leurs émotions avaient une moins bonne mémoire des détails visuels du film et plus de stress. Butler et Cole en 2003 ont montré que dans un contexte d'échange interpersonnel, les personnes confrontées à des interlocuteurs à qui on avait demandé de masquer leurs émotions ont vu leur pression artérielle augmenter. C'est marrant ça. John et Gross en 2007 ont aussi observé que les individus ayant tendance à éviter de manifester les émotions vivent et expriment moins d'émotions positives et font état de plus d'expériences émotionnelles négatives. Gross et John en 2003 ont également vu que la suppression des émotions est également associée à un moins bon fonctionnement interpersonnel ainsi qu'à une qualité de vie inférieure.
C'est assez incroyable, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est vraiment pas étonnant. Au final, les chercheurs concluent que le plus important n'est pas d'exprimer l'émotion à tout prix ou de la supprimer, mais bien la flexibilité quant à adopter le comportement le plus adapté au contexte. Tout dépend de ce qui est exprimé, à qui, de quelle manière et dans quelle situation. On peut également apprendre à exprimer ses émotions dans l'autre d'une façon qui ne blesse pas, ne culpabilise pas autrui. Selon les enseignements de Carl Rogers en 61 et la notion de communication non violente de Rosenberg en 2003. Là, typiquement, vous revenez sur ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment cet élément que toute émotion n'est pas forcément bonne à devoir être exprimée. Dans le sens où, si à un moment donné vous faites de la suppression, si vous faites un refoulement, c'est pas forcément sans raison. Ça peut être dû à un problème de société qui vous pousse à faire une suppression, à faire un refoulement sur telle ou telle émotion. Et là, par contre, effectivement, il faut pouvoir casser ce refoulement parce que ça vous permettra d'être plus à même de vous accepter, d'être vous-même. A contrario, dans d'autres situations, c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense qui est nécessaire si là, pour le moment, vous n'avez pas les ressources pour traiter l'information. Si vous êtes seul, alors que vous avez besoin d'avoir un soutien ou ce genre de choses. Si on traduit ça dans les RPG, quand on fait des choix oppressifs sur l'expression des PNJ ou des alliés, on pourrait prendre des malus de PV. Typiquement, oui, surtout qu'il faut savoir que ce qu'a montré notamment les études qui ont été faites sur les jeux vidéo, c'est que vous avez en tendance, en général, et c'est très important de le noter, vous avez tendance en général, même dans des jeux qui vous mettent sur des personnages négatifs, qui vous mettent sur des personnages violents, des personnages qu'on va dire de sombre raclure, vous avez tendance, en général, à faire les choix les moins pires, voire les plus bénéfiques, voire à tendre vers des actions, on va dire, de rédemption du personnage. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que même dans le cas où on vous met littéralement dans la peau d'un connard, où on vous dit, écoute, dans ce jeu-là, tu es un connard, tu es un connard, c'est comme ça. Tu es le méchant de l'histoire. Les gens ont tendance à essayer de le pousser vers le côté du bien. Du bien, on va dire moral, même si encore une fois le bien et la morale c'est quelque chose de très personnel et qu'on a tous une morale et un bien différent. On a quand même, on va dire, une certaine direction assez claire là-dessus, même si ça reste relativement flou, on a une direction qui est claire en tant que direction. Et en gros, on a tendance, dans les choix qu'on a, quand c'est des jeux à choix évidemment, on a tendance à aller vers les choix plus positifs justement, on va aller vers les choix du bien de manière assez récurrente. Et ça, c'est super intéressant. Vous avez un jeu par exemple qui s'appelle Tyranny, où vous êtes justement mis comme étant le connard, en fait. Vous êtes un des connards du jeu, et vous allez avoir tout un tas de choix à faire tout au long du jeu, et on a constaté qu'en fait, en général, les gens tendent vers les choix les moins pires, vers les choix les meilleurs, quand il y en a un qui est meilleur, ou les choix les moins pires. Et ça, c'est quand même assez marrant, parce qu'on constate bien que même si c'est pas conscient, le corps le capte. Vous captez les informations en fait de votre corps, hein, que vous en ayez conscience ou pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. En fait, il faut bien comprendre que vous avez accès à certaines ressources, vous avez conscience de certaines choses, mais votre inconscient, lui, il a accès à beaucoup d'autres éléments que vous n'avez pas conscience de fait. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas et que votre corps ne le prend pas en compte et que votre cerveau ne le prend pas en compte. Vous n'êtes pas juste ce qui est conscient en vous. Vous ne vous résumez pas à ce qui est conscient en vous. Bien au contraire, vous avez toute une part de vous-même qu'au final, vous ne connaissez pas vraiment, qui est due à tout un tas de choses inconscientes, qui entraînent tout un tas de réactions, de cheminements de pensée que vous ne pouvez pas voir consciemment, pas sans un effort particulier, pas sans des exercices particuliers, et qui vont vous pousser à être qui vous êtes comme vous êtes. Mais justement, les informations comme par exemple le fait de se sentir plus stressé, le fait d'avoir le changement du rythme cardiaque, ce genre de choses, votre corps il le capte. Votre corps en a conscience en fait, lui, même si vous, en tant qu'individu, vous n'avez pas conscience de ces éléments-là, votre corps il va capter toutes ces informations-là. Et probablement, je n'en serais pas étonné en tout cas, que dans les jeux vidéo, c'est comme les neurones miroirs. Si à un moment donné ça s'active, vous allez ressentir exactement les mêmes choses. Et donc potentiellement, vous faites des choix plus positifs dans les jeux en général, parce que justement votre corps perçoit que si vous ne le faites pas, si vous allez vers le côté le plus mauvais, il se dit bah non, en fait dans la vraie vie ça me rendrait triste, donc viens on le fait pas. Viens, j'ai pas envie d'être stressé, viens, j'ai pas envie d'avoir l'augmentation c'était quoi de la pression artérielle ou ce genre de choses. C'est quand même assez intéressant en vrai, parce que je serais vraiment pas étonné que ça soit le cas.
Je serais vraiment pas étonné que ce soit le cas. Mais alors vraiment, vraiment pas. Je réfléchis à comment faire des mécaniques ou des narrations qui servent des propos de sciences sociales. Bah, typiquement, Tyranny peut être un exemple. Tyranny peut être un exemple de ça. Il te met justement sur ces possibilités-là et où tu vas te pousser à faire des choix moins pires. D'une certaine manière, ça utilise des sciences sociales. Après, je sais pas si vraiment il y a des jeux qui se basent sur comment dire, qui servent à appuyer les propos des sciences sociales. Dans le sens où tu vas avoir des jeux, bah, par exemple, si on reprend celui qu'on a fait il y a pas longtemps. Comment tu t'appelles, Billy? Comment tu t'appelles, Billy? Attendez. Quand on reprend le jeu qu'on a fait, L-Link. L-Link, par exemple. L-Link, c'est un jeu qui nous pousse sur notamment les sciences sociales, ce genre de choses. Bon, très bien. Le choix du jeu en lui-même, les choix narratifs, les choix qu'il y a dans le jeu ne servent pas vraiment à appuyer les sciences sociales. C'est une thématique autour des sciences sociales, c'est une thématique autour des sciences même en général, puisque les sciences sociales, qui va vous montrer un certain nombre de choses. Après, vous n'avez pas de choix dans le jeu. Malheureusement, vous n'avez pas de choix dans le jeu. Donc du coup, ça passe à côté. Est-ce qu'il y a des jeux qui ont des choix vraiment narratifs, qui ont des mécaniques vraiment de game design qui vont vous pousser à appuyer les propos en sciences sociales, par exemple, ou dans les sciences en général? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Tyranny utilise ce qui a été fait en sciences sociales et ce qui a été fait, par rapport aux jeux vidéo, par exemple, pour, justement construire son jeu. Pour autant, le jeu, sa construction ne sert pas à appuyer les propos de sciences sociales. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Disco Elysium, j'y ai pas joué, je l'ai vu passer vite fait dans le fond, mais j'y ai jamais joué parce que, j'ai pas l'argent pour me l'acheter. Donc jusqu'à présent, je l'ai jamais acheté. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout si ça peut être pertinent. J'avoue que je n'en sais rien. Je le connais que de très loin. Je le connais que de très loin. Je pense qu'un jour j'aimerais bien le faire, mais ça sera quand j'aurai de l'argent, quand je serai riche. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Là, pour l'instant, je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Mais vraiment, je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Je continue la lecture. Donc, 1. Employer toujours la première personne de singulier. Je, notamment. Le je me sens. Le je me permet de garder la responsabilité de l'émotion et d'être plus authentique. Et le me sens permet de contrer toute formulation de jugement, de protection, de généralisation. Par exemple, tu es vraiment énervant. Message en tu, qui peut être perçu comme une agression. En je me sens nerveux. Message en je, dans lequel nous prenons la responsabilité de nos sentiments. Décrire objectivement les faits, la situation qui a suscité l'émotion, en évitant tout jugement, supposition, moralisation. Les chercheurs donnent l'exemple d'un appartement qu'on aurait confié à une semaine à un ami et qu'on retrouve sans dessus-dessous. Plutôt que de juger, tu n'as aucun respect pour ce qu'on te confie. De faire des suppositions. On voit bien que la propreté c'est pas ton truc. Ou encore faire de la morale. Tu aurais pu faire attention, c'est lamentable ton comportement. On peut faire une description. Quand je t'ai confié mon appartement, je l'avais rangé et nettoyé. Maintenant, je vois de la vaisselle sale dans l'évier et la poubelle ne semble pas avoir été sortie. C'est pas un exercice facile, il demande de l'entraînement, de la limpidité, de la flexibilité. Parler en suivant rigidement un modèle de la communication non violente ou autre peut être perçu comme absolument non authentique et avoir l'effet inverse. Après, je pense aussi à un moyen de visualiser un effet, même si caricaturé, mais c'est hors sujet, pardon. Non, il n'y a pas de mal, c'est pas hors sujet, il n'y a jamais de hors sujet ici. Prenez bien en compte, et pareil sur YouTube, il n'y a jamais de hors sujet sur les streams ou sur les commentaires. C'est pas le but en fait de faire du hors sujet, dans le sens où tout ce que vous pouvez avoir à amener est intéressant et pertinent. Si à un moment donné, parce qu'on est en train de parler de tel ou tel élément, vous en êtes venu à parler de telle ou telle autre chose, qui peuvent sur le coup vous dire attends, c'est hors sujet, c'est pas sans raison. C'est le même principe que les émotions. Si vous ressentez une émotion à un moment donné, c'est pas sans raison, c'est parce que vous apportez une information. Si là vous venez aborder tel ou tel élément, en soi, c'est parce que ce qu'on a dit avant vous a amené à ce cheminement de pensée-là. Et c'est absolument pas un truc à répresser, au contraire. Ici, on est là sur une chaîne qui est là pour faire de la vulgarisation de sens social, on est là pour échanger, on est là pour construire ensemble. Si à un moment donné, ça vous parle, si à un moment donné, vous vous dites que c'est intéressant, c'est pertinent, faites-le, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème, au contraire. Vraiment au contraire. Je dis ça parce que j'essaye de sentir et respecter le fil de ton stream. Mais il n'y a pas de fil. Voilà, il n'y a pas de fil. Encore une fois, il y a aucune obligation de continuer la lecture. On fait la lecture parce qu'elle est super intéressante.
vraiment super intéressante. J'aime vraiment beaucoup En Toute Puissance. Je trouve que Vici, ça fait vraiment un travail assez incroyable et que vraiment, elle a fait un truc de fou. Et que c'est vraiment intéressant de parler de ça. Mais à contrario, il y a des fois où on a fait des VOD où au final, on a fait 10 minutes de lecture et on a fait 50 minutes de blabla sur autre chose. Et c'est absolument pas un problème. Vraiment pas. Encore une fois, on est là pour échanger, pour créer de l'échange. Le seul fil conducteur du stream, c'est de susciter de l'échange, c'est de susciter des réflexions, c'est de pouvoir nous approfondir nous-mêmes, de pouvoir approfondir ce qu'on est, les points d'intérêt qui nous intéressent, de trouver des points sur lesquels on peut s'entendre, sur lesquels on peut essayer de développer des choses ensemble, et ainsi de suite. C'est vraiment ça le fil conducteur des streams, et d'ailleurs c'est aussi le fil conducteur des streams, même quand on fait du jeu ou quoi que ce soit. Ça me dérange absolument pas quand on fait du jeu vidéo à des moments de vous dire, bah attendez, en fait le jeu vidéo on va le mettre en pause, et on va papoter pendant 25 minutes sur autre chose. C'est arrivé, et pourtant parfois c'est arrivé même pendant des VOD. Donc même YouTube est arrivé des fois sur des situations où tu as des VOD qui au final ont fait 45 minutes de pas gameplay. C'est vraiment le point central de ma chaîne, c'est vraiment de construire ensemble, de co-construire. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me parle. Donc c'est vraiment ce que je veux faire avec vous et développer avec vous. Faut vraiment jamais se dire que vous respectez pas le fil du stream, mis à part si vous voulez tenir des propos d'extrême droite, et là par contre vous allez prendre un gros ban direct. Et là effectivement ça sera hors du fil. Parce que le fil principal c'est le respect, l'entraide et l'échange. Voilà, ça voilà. Ça, prenez ça comme le fil de base. C'est le point central du stream. Le reste, il n'y a pas beaucoup de trucs qui se font au dehors, à part la haine. Donc, normalement, c'est assez simple de savoir si vous êtes dedans ou pas. Je continue. Cependant, des exercices personnels tels que le paradigme d'écriture ont une valeur thérapeutique d'une grande aide dans le cas où l'émotion est soit difficile à identifier, soit exprimée, notamment dans des situations d'oppression, et elles n'ont pas de conséquences négatives sur les relations sociales. Au contraire, elles sont une sorte d'entraînement à mieux comprendre ce qui s'y déroule sur le plan non verbal, émotionnel si la difficulté provient de ses compétences socio-émotionnelles. Enfin, exprimer ses émotions peut se faire à travers l'art, la fiction, la création, et parfois susciter des vocations de fil en aiguille. Au-delà du thérapeutique, il peut y avoir un réel flow à exprimer ses émotions et la réalité parfois hautement complexe des sentiments, donc à permettre de combler des besoins fondamentaux, notamment la compétence et l'autonomie. À noter que l'expression des émotions n'est pas forcément adaptée en toute situation et sous toutes ses formes. Les chercheurs donnent l'exemple d'une personne riche qui se lamenterait d'avoir perdu un peu d'argent en bourse devant une personne démunie. Ce serait d'une très grande violence symbolique pour la personne démunie, perçue comme extrêmement indécent par des tiers y assistants. Durant le premier confinement en France, en mars 2020, des auteurs avaient commencé à faire publier dans des médias des journaux de bord qui ont été extrêmement mal accueillis par certaines personnes, parce que leur confinement n'avait rien du commun des mortels. Se passer dans des conditions luxueuses, avec des grands terrains à disposition, des maisons où la promiscuité n'était pas un problème, posséder énormément de moyens de divertissement et d'argent pour avoir tout ce qu'ils souhaitaient. Il y avait quelque chose d'insultant à ce qu'un discours hautement privilégié prenne le pas, voire remplace l'expression vécue, plus partagée, d'un confinement laborieux en termes de moyens, d'espace à disposition, d'énormes difficultés à gérer le travail à distance dans un petit espace, l'éducation scolaire et non scolaire des enfants, etc. L'expression continuelle d'émotions peut aussi se transformer en domination d'un espace, dont sont privées d'autres personnes. On ne peut pas s'exprimer si quelqu'un s'accapare le terrain de la parole. Si cela dure, les autres peuvent avoir pour réflexe d'être toujours à l'écoute du dominateur pour tenter de remédier à ses problèmes, mais, ce faisant, ils ne peuvent jamais s'exprimer ou même vivre leurs propres émotions. Cela n'aide pas non plus celui qui exprime continuellement sa parole, puisqu'il est par là même dépendant de l'écoute continuelle ou de l'attention de l'autre pour faire face à ses problèmes. Autrement dit, l'expression raisonnable des émotions prend en compte l'autre et sa perspective. On vit en groupe, quoi. Concrètement, on vit en groupe, bordel de merde. Donc prenez en compte qu'il y a des gens en face qui ont les mêmes besoins que vous, ou des besoins différents de vous, et que du coup il faut prendre du temps pour chacun en fait, et que c'est pas un espace où vous êtes forcément vous le centre du monde. Vous êtes forcément le centre de votre monde, ça c'est logique, c'est normal, vous n'aurez toujours qu'une seule personne qui va partager toute votre vie, c'est vous-même en fait, hein. Donc effectivement vous êtes le centre de votre propre univers. Pour autant, vous n'êtes pas le centre de l'univers, très loin de là. Et ça c'est important de pouvoir prendre en compte que dans un moment donné, effectivement, vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez aller très mal même potentiellement. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut monopoliser et ne garder tout l'espace que pour vous. Il faut prendre le temps d'écouter, de laisser chacun s'exprimer et de laisser à chacun le temps de pouvoir partager ce qu'il a besoin comme besoin, justement, pour pouvoir construire ensemble un espace qui convient à tous et qui convient au plus grand nombre.
Et ça, c'est parfois très difficile. C'est parfois très difficile parce qu'effectivement, quand on reprend l'exemple qui était là juste au-dessus de V6, bah, vous voyez qu'effectivement, il y a des personnes très avantagées, qui ont pu, mettre en long, en large, leur, ressenti sur le confinement. Très bien, cool et probablement qu'ils ressentaient effectivement un certain nombre de difficultés à ça. Mais aux côtés de ça, c'est une tout petit groupe extrêmement privilégié qui partageait ces éléments-là, qui sont encore une fois peut-être vrais d'un point de vue émotionnel de ce qu'ils ressentaient, mais qui prend toute la place et empêche totalement bah, l'échange provenant de toutes les autres personnes qui n'ont strictement pas les mêmes conditions et qui vivent un état émotionnel parfois même potentiellement beaucoup plus violent à cause du confinement et qui sont juste complètement passés à la trappe parce que ce sont les gens qui ne sont rien, un peu comme disait notre cher président il y a de ça quelques temps. Il y a des gens qui sont justement les gens qui ne sont rien pour tout ce qui est les grands médias et compagnie, et dont on ne vient jamais chercher la parole, on ne vient jamais en fait pour prendre en compte leur expérience, leur vécu. On va s'en servir seulement parce que ça rapporte à un moment donné à la chaîne d'aller s'intéresser au petit cas là-bas de Jean-Michel vite fait. Mais on va laisser intéresser au petit cas vite fait de Jean-Michel là-bas parce que là, à ce moment-là, c'est utile pour nous, c'est utile pour la chaîne. Mais en général, on s'en fout et on néglige totalement leurs paroles. Alors que par contre, ce que ressent Jean de la maison riche et noble de machin truc, lui par contre, on va aller chercher son avis dès qu'il va l'ouvrir parce que c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent, parce que potentiellement c'est le patron de la chaîne. Et là, à ce moment-là, on va aller récupérer leurs paroles et le mettre et le diffuser. Et du coup, ils monopolisent la situation, ils monopolisent absolument totalement l'espace, et ça devient extrêmement problématique parce que bah, on est dans un système où au final, il y a des gens qui s'accaparent littéralement tout, y compris jusqu'à l'attention, y compris jusqu'à l'empathie, et même qui vont s'accaparer la possibilité d'exprimer leurs émotions négatives, leurs ressentis négatifs, leur détresse, alors qu'on va totalement négliger la grande part laborieuse qui fait fonctionner la grande majorité de la société, quoi, au final. Et c'est quand même assez oufissime, quoi. C'est quand même assez oufissime. Ça fait 1 heure pour la VOD. On va faire une petite pause ici, petite fougère de YouTube. On s'arrête là pour cette fois-ci. J'espère que tu as passé un bon moment sur cette phase de lecture et à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao.